l'invité de la matinale. KTO Radio. Aussitôt l'année jubilaire clôturée, Léon XIV a convoqué le premier consistoire extraordinaire de son pontificat qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'à demain. Un consistoire qui se passe à huis clos et en présence de tous les cardinaux. Analyse ce matin du sens et des enjeux de cette grande réunion avec Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Journaliste accréditée permanente au Vatican. Philippine de Saint-Pierre, dites-nous en quoi consiste d'abord un consistoire ? C'est tout simple, ça vient du latin consistere qui veut dire se tenir. Par extension, c'est plus seulement le lieu de la réunion, mais la réunion elle-même. Donc ça désigne les réunions de ministres des cultes, par exemple chez les juifs ou chez les protestants. Et dans l'Église catholique, eh bien, la réunion des cardinaux. Et pourquoi c'est un consistoire extraordinaire ? Parce qu'il y a trois sortes de consistoires. Il y a les consistoires ordinaires secrets, c'est une réunion de cardinaux avec le pape sur un sujet précis, mais ce sont des cardinaux collaborateurs de la curie en règle générale. Et puis il y a les consistoires ordinaires publics, c'est ceux dans lesquels on valide les nouvelles canonisations, on proclame les nouveaux saints, et puis la création de nouveaux cardinaux également, et participent en général là aussi seulement les cardinaux qui habitent à Rome. Et enfin, les consistoires extraordinaires, c'est ceux qui sont célébrés lorsque des nécessités particulières de l'Église ou l'étude d'affaires de grande importance le conseille, c'est ce que dit le droit canonique. Et ce n'est pas le premier consistoire présidé par Léon XIV, je crois. Non, il a déjà présidé un consistoire ordinaire public pour valider 8 causes de canonisation de nouveaux saints, dont Pierre-Georges Frassati d'ailleurs. Ça, c'était le 13 juin dernier. C'était un consistoire qui avait été préparé par son prédécesseur. Pourquoi Léon XIV convoque donc ce consistoire extraordinaire ? Au moins 2 raisons. La première, c'est que les cardinaux lui ont demandé. C'est-à-dire qu'on se souvient au moment des congrégations générales, vous savez, ces réunions qui ont précédé le conclave, au cours desquelles, pendant plusieurs jours, les cardinaux ont réfléchi aux grands défis de l'Église, que les cardinaux eux-mêmes disaient avoir des difficultés à travailler ensemble parce qu'il fallait d'abord se découvrir. Ils se connaissaient très peu. François les a très peu réunis. Il a convoqué 2 consistoires extraordinaires seulement pendant presque 12 ans et demi de pontificat, en 2015 sur la famille et un deuxième qui en était d'ailleurs pas tout à fait un en 2022 pour valider la constitution sur l'organisation de la curie qui avait déjà été promulguée. Donc ils n'avaient pas eu le temps de se rencontrer, ils se connaissaient peu, ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et ils en ont clairement exprimé le besoin et le désir pour remplir la mission qui est la leur. Parce qu'un cardinal, sa seule mission, c'est d'apporter assistance et conseil au pape dans l'exercice de sa mission de pape. La deuxième raison, c'est que ça correspond tout à fait au désir du pape Léon XIV, qui l'a dit, on se souvient 2 jours après son élection, première audience avec les cardinaux, il s'est réjoui que le Seigneur qui lui a confié cette mission ne le laisse pas seul pour en porter la responsabilité. C'est un religieux, faut pas l'oublier, qui a eu l'habitude toutes ces dernières années de travailler à plusieurs, de réfléchir à plusieurs. On peut dire que c'est une étape clé du début du pontificat de Léon XIV ? C'est le début du pontificat en réalité, parce que depuis son élection, le pape Léon XIV a assumé un agenda qui n'était pas le sien. Il y avait l'agenda du jubilé, d'autant plus lourd qu'il a fallu rattraper sur les 6 derniers mois de l'année tout ce qui n'avait pas pu se faire dans les 6 premiers mois. Et puis, il y avait un certain nombre de rendez-vous déjà prévus, organisés par et pour le pape François. Même le voyage, d'ailleurs, en Turquie pour le 1700e anniversaire du concile de Nicée avait été pensé et préparé entre le pape François et Bartholomée Ier. Donc, au fond, Léon XIV, il a mis ses pas dans ceux de son prédécesseur. Il a commencé à donner un peu sa couleur, à la fois dans certains textes et puis dans certaines décisions d'ordre législatif ou organisationnel, mais il n'était pas maître de son temps. Et au fond, depuis la clôture du jubilé hier, Léon XIV est maître de son agenda et c'est très symptomatique, très significatif qu'il ait choisi de commencer au premier jour de cette liberté précisément par convoquer les cardinaux en leur demandant de venir réfléchir avec lui. Est-ce qu'on a eu une idée des grandes affaires, en tout cas des grandes questions qui vont être examinées par le souverain pontife et les cardinaux durant ce consistoire ?
Bah oui, on a une idée parce que rien ne reste jamais confidentiel très longtemps à Rome, même pas les courriers que le pape envoie personnellement aux cardinaux. La presse italienne s'en est fait l'écho, notamment Il Giornale, et puis d'autres ensuite ont eu des confidences. Le pape aurait indiqué donc 3 thèmes pour cette rencontre, avec au menu la gouvernance de l'Église et notamment la question du travail de la curie romaine au service de l'Église tout entière. La synodalité qui poursuit son calendrier, parce que le synode est terminé dans sa célébration proprement dite, mais en revanche l'agenda du synode se poursuit jusqu'en 2028 et la liturgie devrait également être au menu. Ces 3 sujets qui nous donnent quand même des indications sur ce que Léon XIV a en tête, parce que l'organisation de la curie, on sait bien que la réforme a été promulguée, mais il y a encore beaucoup de choses à réfléchir. Et d'ailleurs, le pape a demandé aux cardinaux, avant de venir à ce consistoire, de relire Praedicate Evangelium, cette constitution nouvelle de la curie romaine, pour échanger leurs réflexions. La synodalité, c'était un des maîtres mots du pontificat de François. Léon XIV a dit à plusieurs reprises combien il s'inscrivait absolument dans cette vision, mais peut-être travaillera-t-il aussi à l'articulation avec la collégialité entre évêques et entre cardinaux et entre les cardinaux et le pape. Et puis la liturgie, on sait que c'est un motif souvent de querelle, de conflit à l'intérieur même de l'Église, en particulier depuis la promulgation du texte extrêmement restrictif sur l'usage de l'ancien missel Traditionis Custodes par le pape François. Et on sait que Léon XIV souhaite adresser, allais-je dire, c'est un anglicisme, mais souhaite traiter les points de conflit pour qu'ils ne soient plus des points de conflit, car l'unité, ça ne veut pas dire l'uniformité. Il peut y avoir des diversités. Donc on verra comment la réflexion des cardinaux s'articule là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura aussi une méthodologie un peu nouvelle, puisque on l'a vu dans la première audience aux cardinaux, le pape n'a pas l'intention uniquement de leur parler, il veut les entendre et il veut aussi les faire travailler, donc par petits groupes de réflexion, un peu comme au synode, pour qu'il y ait véritablement un échange. La collégialité, donc notion importante pour Léon XIV. Ce consistoire se déroule à huis clos, mais néanmoins, est-ce qu'on sait comment ça va se dérouler ? D'abord, cette méthodologie d'échange, de discussion, de réflexion en petits groupes. On est à peu près sûr que le pape Léon XIV, s'il l'a fait dès sa première audience aux cardinaux, va continuer comme cela. Et puis, d'autre part, il y a un agenda, c'est très très court en fait, parce que mercredi matin, ce matin, c'est bloqué par l'audience générale. Donc les travaux ne vont commencer que cet après-midi, après la sieste romaine, donc concrètement à 16h. Première séance de travail, deuxième demain à 9h, troisième et dernière demain à 16h. Il y aura aussi la célébration ensemble de la messe à la basilique Saint-Pierre, ce sera demain matin à 7h30, parce que il faut comprendre que bien sûr il y a du travail, mais un consistoire, c'est pas uniquement un moment de travail, c'est aussi un moment de prière et de fraternité. Et d'ailleurs, ça se célèbre, ça ne s'organise pas. On célèbre un consistoire. Et si on se projette sur 2026 après ce consistoire, quels sont les grands chantiers qui attendent la curie en 2026 ? Alors, on attend pas mal de choses. D'abord, il y a des chantiers très pratiques, comme enfin l'installation de Léon XIV dans les appartements pontificaux du Palais Apostolique, toujours en travaux depuis son élection, mais ça devrait intervenir prochainement. On sait d'ailleurs, parce qu'il l'a dit, qu'il devrait s'installer uniquement avec ses 2 secrétaires particuliers qui formeront la maison pontificale. C'est ce qui, aux dernières nouvelles. On attend aussi la suite et puis peut-être la fin du grand procès fleuve sur l'affaire financière dite de l'immeuble de Londres, qui a été interrompu pendant 3 mois et qui vit donc sa séquence d'appel. On attend évidemment la première encyclique du pape Léon XIV, dont on dit qu'elle serait déjà en préparation. Il y aurait notamment travaillé au cours de l'été, une encyclique dans la lignée de Rerum Novarum, vous savez, ce grand texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église, publié par le pape Léon XIII en 1891.
XI. C'est un texte qui devrait traiter des grands défis auxquels l'homme contemporain et notamment les sociétés contemporaines doivent faire face. Et il y a un titre qui a déjà fuité là aussi dans les médias italiens, Magnifica Humanitas, humanité magnifique. Voilà quelques-unes des échéances, mais sans doute la première et la plus importante et qui va prendre beaucoup de temps, c'est une série de nominations. Et justement, ces nominations, est-ce qu'il y a des postes, on connaît les postes qui sont attendus au niveau de ces nominations ? Ben oui, parce qu'en fait, le pape François, comme ça arrive souvent quand on exerce le pouvoir pendant longtemps, n'a pas procédé à un certain nombre de renouvellements à la tête des dicastères de la curie. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont soit en fin de mandat, parce que maintenant, ce sont des mandats de 5 ans renouvelables une fois, donc il y a une limite, soit qui ont clairement dépassé les limites d'âge fixées par le fonctionnement du Vatican. Donc, il y a un grand nombre de postes importants qui doivent être renouvelés. On peut penser évidemment au cardinal Czerny, qui a quasiment dépassé 80 ans et qui est à la tête du dicastère pour le développement humain intégral. Il y a le cardinal Farrell qui exerce de nombreuses responsabilités, notamment aux laïcs, à la famille et à la vie, mais aussi il est camerlingue, il est président du comité pour les investissements du Vatican, etc. etc. Le cardinal Semeraro arrive à la fin de son quinquennat. Il n'y a plus de préfet au texte législatif puisqu'il a été nommé préfet des évêques, mais il n'a pas été remplacé. Paolo Ruffini, qui est le seul laïc préfet d'un dicastère à la communication, il arrive à l'âge de la retraite parce que c'est pas la même, figurez-vous, pour les laïcs et pour les clercs au Vatican. Pour les laïcs, c'est 70 ans. Le cardinal Cor devrait prendre sa retraite après 15 ans de service à l'écuménisme. Le cardinal Roche a aussi dépassé la limite d'âge. Il est au culte divin et à la discipline des sacrements. Donc, vous voyez, il devrait y avoir une série de nominations qu'il ne faudrait pas comprendre comme une espèce de purge dans une logique politique. Léon XIV met ses hommes en place pour remplacer les précédents, mais simplement parce qu'ils n'ont pas été remplacés depuis assez longtemps et qu'il y a beaucoup de fins de mandat. Et il nous reste un peu de temps, Philippine, pour aborder tout en continuant à se projeter sur 2026 en parlant des voyages qui attendent Léon XIV. Est-ce qu'on en sait plus ? Alors, il y en a un qui est certain, parce que Léon XIV l'a annoncé lui-même en disant que ce serait le prochain. C'est sa visite en Algérie, suivie d'une grande tournée sur le continent africain. Ce qui n'est pas encore sûr, c'est la date. On parle du mois d'avril, possiblement. Et ce qui n'est pas encore tout à fait sûr, en tout cas d'après les informations dont je dispose, c'est la liste exacte des pays. Le pape, après l'Algérie, devrait se rendre en Guinée équatoriale, probablement aussi en Angola. Il est question du Cameroun, mais la situation au Cameroun est assez complexe. Alors d'autres noms de pays commencent à circuler, comme le Gabon ou la République du Congo. Bref, on attend la publication des détails de ce voyage, mais il est clair qu'il va avoir lieu. Et puis, probable aussi, très probable, parce que le bruit monte, vous savez, dans les couloirs que je fréquente. La visite du pape en Espagne autour du 10 juin pour le centenaire de la mort d'Antonio Gaudí, qui a été déclaré vénérable il y a peu. Les travaux de la Sagrada Familia sont quasiment terminés. Il y a très longtemps que l'Espagne n'a pas reçu un pape. Et donc, le pape en Espagne, c'est possible. Bien sûr, une tournée latino-américaine. Le Pérou attend avec impatience de voir revenir celui à qui il a donné la nationalité. Et qu'est-ce qui concerne la France également ? Eh bien, il est invité et il a envie de venir. C'est déjà une bonne partie du chemin. Maintenant, il y a le calendrier électoral qui vient contrarier ça un peu. Ça pourrait avoir lieu soit entre la fin du printemps 26 et le début de l'automne, soit après l'automne 2027 pour ne pas être dans les périodes électorales. On verra donc si le pape se rend en France. Merci Philippine de Saint-Pierre pour ce point sur les voyages et surtout sur ce consistoire extraordinaire qui a lieu aujourd'hui et demain à Rome. Merci. Bonne journée.